Bonjour à tous, bienvenue dans l'émission Rencontre. La consommation pendant les vacances est toujours un indicateur important de la situation économique chinoise. Pendant les vacances de la fête du travail et cette année, les restaurants et les sites touristiques des différentes régions chinoises, pris d'assaut par les visiteurs, ont enregistré de nouveaux records. De nouveaux modes de consommation ont également émergé durant ces vacances, témoins du grand potentiel que recèle le marché chinois. De quelle manière la reprise de la consommation va-t-elle contribuer au développement économique de la Chine? Quelles sont les perspectives pour le développement de haute qualité en Chine? Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'en discuter avec nos deux invités par visioconférence, Madame Zhao Fengyun, fondatrice et directrice générale de China Horizon Travel, et sur le plateau, Monsieur Ding Yifan, chercheur principal à l'Institut Taihe. Bonjour. 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 Durant les vacances de la fête du travail cette année, on a constaté une augmentation en flèche de l'envie de voyager, de consommer du public chinois. Et le secteur du tourisme a connu un véritable essor durant les vacances de 5 jours. Et selon les chiffres publiés le 3 mai par le ministère chinois de la Culture et du Tourisme, près de 274 millions de voyages de passagers ont été effectués dans le pays et le montant des recettes touristiques a atteint plus de 148 milliards de yuan. C'est la première fois que ces deux chiffres qui sont supérieurs à ceux de l'année 2019 avant l'épidémie de Covid-19. Madame Zhao, comment interprétez-vous ce boom du tourisme, du secteur touristique? Moi, je pense qu'il y a ces deux côtés. Alors, un côté, c'est pendant les 3 ans de Covid, les gens, ils ont ce besoin, c'est un besoin. Donc, ils ont attendu cette ouverture, donc cette liberté de voyager, donc pendant 3 ans. Et du coup, cette année, c'est un phénomène, je crois que c'est normal. Donc, c'est ce rebondissement, je dis. Alors aussi, pendant les 3 ans, les gens, ils ont vous savez que c'est sur le portable, donc il y a beaucoup de plateformes, des app se sont développées. Donc, les gens, ils ont vu les destinations via le téléphone, en fait. Donc là, du coup, ils sont encore plus curieux. Ils sont très curieux. Donc maintenant, c'est ouvert. Donc ils ont envie de partir. Et deuxièmement aussi, c'est les premières vacances officielles de la Chine après l'ouverture, après la fin du Covid, je peux dire. Et donc là, il y a beaucoup de gens. Donc ils ont attendu ce moment depuis longtemps. Et du coup, quand ils profitent de ce moment pour voyager en famille, voyager avec les amis, et surtout là cette année le tourisme à l'étranger, c'est-à-dire les Chinois, ils ont beaucoup profité de ces 5 jours de vacances pour voyager en Asie, au Japon, la Corée du Sud et le Singapour, le Cambodge, le Vietnam, surtout la Thaïlande, et est devenue la destination la plus visitée par les touristes chinois. Et donc là, ça c'est le premièrement, c'est-à-dire la curiosité et la connaissance pour la destination. Et deuxièmement, bien sûr, c'est la puissance de consommation. C'est-à-dire pendant 3 ans, il y a beaucoup de gens, ils ont bien épargné de l'argent et pour pouvoir consommer. Et du coup, ils ont mis de l'argent sur le voyage. Même pendant les vacances du 1er mai, les billets étaient chers. Donc les hôtels étaient hyper chers, mais il y a quand même pas mal de gens, ils ont payé cher pour ce voyage, pour profiter de ces vacances du 1er mai. Et Monsieur Ding, d'après vous, quels sont les principaux facteurs qui ont contribué à ce rebond de la consommation durant les vacances? Oui, c'est une espèce de revanche, de compensation sur les années passées. Les gens étaient enfermés à la maison et ils avaient envie de partir à la campagne, de partir en vacances, de partir à l'étranger. Eh bien, certainement, cette fois-ci, comme le Covid est terminé, non pas seulement en Chine, mais globalement parlant à travers le monde, eh bien, les gens sont partis un peu partout dans le monde. Si vous voyez le nombre de visiteurs chinois, de touristes chinois dans le métro de Paris, eh bien, les Français étaient un peu surpris.
par le nombre de touristes à Paris, arrivés à Paris. Donc c'est partout, c'est partout. En fait, en général, c'est 3 jours de congé. Mais cette fois, les vacances ont été rallongées jusqu'à 5 jours. Est-ce pour vous une politique, une stratégie pour attirer les consommateurs, pour stimuler la consommation? En fait, à plusieurs reprises, nous avons déjà essayé d'élargir un peu d'élargir les congés, surtout pour la fête du travail, pour le 1er mai. On a souvent de 5 à 10 jours, selon les années, de 5 à 10 jours de vacances. Et pour la fête nationale, pour le 1er octobre, on a souvent faire prolonger les congés pour que les gens puissent profiter de ces vacances pour aller balader dans des destinations un peu plus éloignées. Et ceci a des effets de stimulation de la consommation, effectivement. Chaque fois quand il y a de longues vacances, on voit la consommation augmenter rapidement dans tous les secteurs, les hôtelleries, le restaurant, la restauration. Dans tous ces secteurs-là, il y a un rebond de la consommation importante. Et comme l'économie chinoise s'appuie davantage sur le secteur de services pour sa croissance, alors faire prolonger les vacances est un outil important pour augmenter la consommation. Existe-t-il d'autres mesures adoptées par le gouvernement pour stimuler la consommation durant les vacances? Durant les vacances, non. Au contraire, le gouvernement a essayé d'arrêter un peu des motifs de spéculation, en fait. Parce que beaucoup de Chinois voulaient profiter de ces vacances pour faire du tourisme, ou que ce soit en Chine, dans des sites touristiques très animés, ou à l'étranger, etc. Donc il y a des restaurants, il y a des hôtels qui veulent profiter de cet enthousiasme de voyage pour élever le prix, pour augmenter le prix. Eh bien, les autorités officielles ont essayé d'imposer une espèce de limite sur la hausse des prix, par exemple. Dans beaucoup de sites touristiques, des villes touristiques, etc., la municipalité a imposé une limite à l'augmentation de 20% du prix normal. Donc, au maximum, on a le droit d'augmenter 20% le prix des chambres d'hôtel, etc., pas plus. Autrement, il serait sous la sanction du pouvoir public. Malgré cela, on a quand même constaté une augmentation importante. Très importante. Pendant les vacances, parce que j'avais une conférence à Shanghai, donc je devais aller en Shanghai, j'ai cherché, il n'y a plus de train. Toutes les places du train ont été réservées. Donc, du coup, j'ai acheté un billet d'avion pour aller. Mais l'avion est plein. Il n'y a pas de chaise vide dans l'avion. Et on a vraiment l'impression de voir une augmentation de la consommation, le désir qui s'est réprimé pendant 3 ans, se réveille durant les vacances du 1er mai. Madame Zhao, dans le secteur touristique, quelles ont été les spécificités en termes de consommation durant ces vacances du 1er mai? Je pense que c'est d'abord moi je pense que par exemple voyager en leur propre voiture et aussi donc il y a beaucoup de familles pour éviter le haut frais de l'hôtel et aussi du transport pendant les vacances, donc il y a beaucoup de familles ils ont voyagé en voiture et comme le péage est gratuit donc ils profitent aussi de cette mesure pour faciliter leur voyage. Et ça aussi, je crois que c'est un nouveau phénomène. Et aussi, en fait, c'était un phénomène qui a été créé pendant les 3 ans de Covid. Et là, maintenant, c'est après le Covid, mais ça, c'est pour éviter le haut frais du voyage. Et après, c'est pour le moment, maintenant, le camping-car en Chine aussi, c'est une nouvelle mode.
Donc il y a aussi des familles qui ont acheté des camping-cars et après ils voyagent, ils dorment, ils mangent tout donc dans le camping-car. Ça aussi c'est une nouvelle mode. Sinon donc pour le moment comme c'est vous le savez donc les lignes aériennes ne sont pas encore régularisées donc et aussi donc là euh, il y a des hôtels qui sont encore en rénovation pour accueillir les clients parce que pendant le Covid, il y a pas mal qui ont été fermés. Et du coup, donc là, je pense qu'il faut encore attendre un peu pour que tout soit en ordre pour le moment. Y a-t-il de nouveaux services proposés par exemple, les agences touristiques? Oui, en Chine, par exemple, donc il y a pas mal de l'Office du tourisme et de culture. Donc eux, ils ont créé des packages, c'est-à-dire vous visitez un site et après donc vous aurez la possibilité comment dire d'avoir les surplus pour le service et c'était gratuit. Mais ça c'est une façon de motiver les touristes de partir à la destination. Oui, mais ça, je trouve que c'est nouveau, c'est récent. Pour moi, c'est nouveau. C'est-à-dire, en fait, c'est le gouvernement qui a payé pour attirer les clients. Mais et là, c'est une nouvelle mode. Et vous scannez un code et après, donc, vous aurez tout le package, le détail des packages. Et le fort potentiel de la consommation s'exprime pleinement durant ces vacances du 1er mai. Monsieur Ding, d'après vous, cela va permettre de donner quel type d'impulsion au développement économique et social de la Chine? En fait, on assiste déjà à une émergence de nouvelles modes de consommation dans le domaine du tourisme, par exemple. Il y a de plus en plus de voyages à la campagne, dans des endroits qui ne sont pas traditionnellement touristiques, mais qui ouvrent leurs portes pour que les touristes ou les citadins pourraient bénéficier de la vie rurale pendant un certain nombre de jours, pour bénéficier un peu de la tranquillité. En fait, les citadins ont eu l'habitude d'avoir un rythme de vie accéléré, les nerfs tendus, etc. Et ils ont besoin de se découdrir les jambes à la campagne, respirer de l'air frais, etc. Et ce genre de voyage est organisé de plus en plus dans des endroits qui ne sont pas visités dans le passé. Et il y a de plus en plus de voyages de ce genre dans le Anhui, donc pas loin de grands pôles métropolitains, comme tout près de Shanghai. Vous avez ce genre de voyage à la campagne, tout près de Pékin, les grandes villes, à Chongqing, etc. Autour des grandes villes, on a organisé à la campagne des foyers qui ne sont pas des hôtels luxe, etc., mais qui sont des foyers agréables, accueillants, pour que les citadins puissent bénéficier d'une vie simple, calme et relaxée. De nombreux médias à travers le monde ont commenté ce boom des voyages et de la consommation qui s'est produit en Chine durant ces 5 jours de vacances, signe selon eux de la résilience et de la vitalité de l'économie chinoise. Monsieur Ding, comment analysez-vous ce dynamisme de l'économie chinoise? Eh bien, il faut parler aussi du système d'administration. En fait, pendant les 3 ans de pandémie, eh bien, en fait, les activités économiques de Chine ont été de temps en temps interrompues par des vagues de la résurgence de pandémie. Mais en gros, même dans les grandes villes comme Shanghai et Pékin, il n'y a pas de très longues journées ou de très longs mois d'enfermement. Il y a souvent, à peu près à Shanghai, tout au plus 2 mois, à Pékin, 1 mois et demi, des choses comme ça. Enfin, l'épidémie a été plus ou moins sous contrôle. Ceci a permis à l'économie chinoise de maintenir son rythme de développement et de croissance, et d'autant plus que pendant la pandémie,
il y a un besoin croissant dans d'autres pays parce que l'économie était plutôt arrêtée à cause de la résurgence de pandémie à plusieurs fois, des vagues de pandémie, etc. Donc, si vous regardez les statistiques sur le commerce international de Chine, il joue un rôle très important pour la croissance du PIB chinois. La Chine a eu un excédent commercial qui bat le record historique depuis 2 ans au moins, ce qui montre qu'il y a vraiment un dynamisme de l'économie chinoise en dépit de la pandémie, et c'est l'efficacité de l'administration chinoise pour mettre le virus, mettre la pandémie sous contrôle. Et il y a ça, mais il y a aussi une espèce de résilience. La résilience de l'économie chinoise réside aussi dans la complexité de l'économie chinoise, la complexité des entreprises, par exemple. Vous avez des entreprises de toutes sortes, des entreprises privées, coopératives, des entreprises publiques, des entreprises étrangères, etc. Donc, en fait, pour ce genre de choc, ce genre de choc extérieur, en fait, ce sont des chocs qui sont venus de l'extérieur. La complexité de l'économie chinoise constitue un réseau résilient qui permet à l'économie chinoise de maintenir son développement, en fait, sans être complètement affectée par un secteur ou un autre. Aujourd'hui, les consommateurs chinois sont de plus en plus exigeants en termes de qualité et d'originalité sur les produits qui leur sont proposés. Beaucoup de secteurs comme la vente au détail, la restauration, l'hôtellerie ont entamé leur mutation et proposent des services de plus en plus diversifiés et personnalisés. Monsieur Ting, quel regard portez-vous sur cette évolution de l'économie chinoise et les nouvelles opportunités qui l'accompagnent? Vous savez, l'avancement technologique. Il faut regarder le progrès technologique de Chine, de l'économie chinoise depuis ces dernières années. En fait, l'Internet joue un rôle très important, surtout l'Internet sans fil. C'est-à-dire que l'Internet n'est pas comme son étage préliminaire, ce n'est qu'une transmission de données, etc. L'Internet, c'est un outil de vie, un outil de travail qui permet au paiement électronique, au règlement électronique, au commerce électronique, etc., etc. Eh bien, aujourd'hui, on peut prévoir son voyage, arranger tout à l'avance avec un portable. Et ceci facilite beaucoup la vie de consommation et les activités touristiques. Autrefois, il faut prévoir tout cela à l'avance. Et prévoir tout ça. Maintenant, les activités touristiques et le voyage sont devenus une décision instante. Quand on a une idée, on peut la mettre directement en application, en pratique. Avec son portable, on peut tout faire. Ça, c'est le progrès technologique. Pour accompagner le développement de ce genre de technologie, eh bien, dans le secteur de services, ils ont inventé beaucoup de services qui répondent aux goûts particuliers des consommateurs particuliers. Parce que, oui, avec cela, comme on peut arranger son voyage un peu à l'avance par l'Internet, par les réservations spéciales, etc., donc les hôtels, les restaurants, ils peuvent réserver des choses à l'avance, spécialement pour prévenir des cas d'exigence et pour répondre aux besoins spécifiques, aux besoins arrangés, spécifiques d'un certain nombre de touristes et de consommateurs. Et le secteur touristique en Chine vise également un développement de haute qualité. De nouveaux modes de consommation du voyage sont proposés afin d'attirer les consommateurs, et la fusion entre le secteur touristique et les autres secteurs fait partie également des tendances très à la mode en ce moment. Madame Zhao, quel regard portez-vous sur les perspectives de développement du secteur du tourisme?
les touristes chinois, le peuple chinois, donc ils ont amélioré leur vision de voyage donc en Chine et dans le monde. C'est-à-dire donc avant donc c'était des voyages en groupe, donc les voyages classiques. Et là maintenant donc de plus en plus de gens ils veulent essayer des nouvelles expériences de voyage. Et donc là il y a beaucoup de l'office du tourisme à l'étranger par exemple. Donc eux ils ont aussi donc fait beaucoup d'efforts pour attirer les touristes chinois. Ils ont créé des vidéos, des app pour que les clients, sans partir à la destination, vous avez déjà une expérience sur les sites, dans un château ou bien dans un restaurant chic, par exemple. Et là aussi, donc, ça a attiré beaucoup de clients jeunes, je veux dire, donc pour essayer. Et ça, je trouve que c'est un très bon phénomène, parce qu'avant, la Chine était plus ou moins fermée. Donc là, maintenant, c'est ouvert, donc on peut essayer toutes les possibilités. Et aussi, il y a les offices du tourisme des destinations étrangères. Par exemple, eux, ils ont recruté des experts chinois et qui connaissent donc la psychologie des Chinois. Et pour faire des activités, créer des activités que pour les touristes chinois, pour les attirer. Aujourd'hui, le développement vert est devenu une tendance forte du développement mondial. Monsieur Ding, quel regard portez-vous sur les résultats obtenus jusqu'à présent par la Chine en termes de développement vert? Oui, en termes de développement vert, ça comprend beaucoup de choses. Ça comprend beaucoup de choses. En ce qui concerne le développement vert, il y a d'abord le développement de l'énergie renouvelable. La Chine est le plus grand producteur et utilisateur des équipements de l'énergie renouvelable. La Chine est le plus grand producteur des équipements solaires, par exemple, les équipements des appareils de ce qu'on appelle de génération photovoltaïque de l'énergie solaire, de production de l'électricité. La Chine produit à peu près un tiers de l'électricité renouvelable du monde. Donc ça c'est un progrès remarquable du développement vert. En ce qui concerne aussi le développement vert, la Chine a fait des progrès pour réduire l'émission de gaz carbone. Et ça aussi, dans le secteur industriel, la Chine a fait d'énormes progrès par rapport aux deux plans quinquennales précédents, par exemple. Dans le 13e plan quinquennal, dans le 14e plan quinquennal, nous sommes toujours au 14e plan quinquennal, et il y a des critères très importants et stricts concernant la réduction de l'émission carbone dans le secteur industriel. Ça contribue aussi au développement vert. À part tout cela, la Chine a fait beaucoup de progrès dans le domaine du reboisement. La Chine a fait beaucoup de progrès dans le reboisement. La Chine a créé des forêts artificielles dans le nord-est et nord-ouest de Chine. L'espace de replantation d'arbres, etc., de reboisement, représente une surface plus grande que la Belgique, par exemple. Ça aussi, ça fait partie du développement vert. La Chine a testé et a inventé des techniques pour stopper le progrès de désertification. Dans le monde, beaucoup de pays sont hantés par le problème de désertification. Donc le désert fait des progrès dans beaucoup de pays. La Chine a réussi à stopper la désertification dans le nord-est de Chine. Non seulement on a réussi à stopper cela, mais on a réussi à transformer une partie de désert en oasis. C'est réussi dans le Shanxi, c'est réussi dans la Mongolie intérieure. Nous avons réussi à transformer une partie de désert ou 80% d'un désert important en oasis, donc en l'Inde arabe, en fait. Nous avons des techniques, nous avons des produits chimiques qui pourraient permettre de réutiliser le sable, par exemple. Tout cela aussi pourrait considérer comme des acquis du développement vert.
Et donc, dans beaucoup de domaines, nous avons fait des progrès dans le sens de développement durable en général. Et Madame Zhao, que pensez-vous de l'impact du développement vert dans le secteur touristique? Je crois que c'est le futur, c'est-à-dire la protection de l'environnement. Donc pas seulement le tourisme, dans d'autres secteurs aussi. Mais le tourisme, c'est déjà donc un secteur, vous voyez, donc il n'y a pas de c'est-à-dire c'est déjà vert. Pour promouvoir, je veux dire, cette idée du tourisme vert. Et là, c'est-à-dire il y a beaucoup d'agences de voyage et ils ont organisé des voyages en banlieue, c'est-à-dire dans la région rurale. Et d'abord c'est le gouvernement local, donc ils ont cette décision de créer des sites, des fermes ou bien des sites naturels et pour attirer les touristes, pour connaître la région. Et donc d'abord ça peut apporter de l'argent. Et donc il y a les villageois, donc ils ont cette opportunité de trouver un petit travail au lieu de travailler au champ. Donc ça c'est un avantage. Et aussi donc les touristes à travers ces voyages ruraux, je veux dire, donc ils vont connaître l'importance de la protection de l'environnement et qu'est-ce qui va rapporter à eux, parce que en fait chacun est important. À travers les guides, par exemple, ils expliquent donc l'histoire du site et aussi donc l'importance de la protection. Et les enfants, même des voyages scolaires, donc les enfants, les parents, donc ils vont apprendre d'autres choses qu'ils ont appris dans les livres. Je crois que ça aussi c'est important. Et donc là aussi, donc avoir cette connaissance sur l'importance de la protection de l'environnement, c'est-à-dire le tourisme vert. Et c'est à travers ces voyages verts, très important. Et donc là, et du coup, donc si c'est le futur, parce que en Chine, ça c'est un secteur nouveau. Et j'ai confiance à notre gouvernement local aussi, donc d'apprendre auprès des experts et pour construire donc, c'est-à-dire de réaliser ce tourisme vert durable et raisonnable et surtout c'est sécuritaire. Et le 5 mai, l'Organisation mondiale de la santé a déclaré que le Covid-19 n'était plus une urgence sanitaire de portée internationale. Monsieur Ding, selon vous, quelles seraient les grandes tendances du développement chinois dans cette période post-Covid qui s'est ouverte? Eh bien, je pense que dans cette période post-Covid, eh bien, comme le cas de l'urgence n'est pas terrible, les Chinois sont tentés à voyager davantage à l'étranger. En fait, avant le Covid, eh bien, en 2019, il y a un peu plus de 120 millions de Chinois qui ont voyagé à travers le monde. Eh bien, je pense que cette année, ou dans la deuxième moitié de l'année, il pourrait y avoir autant de Chinois qui désirent aller sortir de la Chine, voir le monde, etc. Les touristes chinois pourraient contribuer aussi à la consommation locale de beaucoup de pays. Et je pense qu'avoir la réaction de Thaïlande, par exemple, cette fois-ci, etc., des pays qui ont reçu beaucoup de touristes chinois, eh bien, il faut dire que beaucoup de pays désirent recevoir davantage de touristes chinois. Ceci pourrait contribuer aussi à la reprise économique après la Covid. Merci à nos deux invités d'avoir participé à cette émission et merci pour vos commentaires. Merci à vous. Merci. À tous. Voilà, c'est la fin de cette émission Rencontre. Merci de nous avoir suivis. À la prochaine.